Bonjour Françoise, Alexandre, Monsieur Grandmontagne, Yves. On dit que les Y sont tout le temps en retard. Il n'y a pas que, les X aussi. C'est déjà une bonne nouvelle. Je voudrais savoir si dans la salle il y a quelques Y. Levez la main. Vous pouvez rester. Et on va attaquer notre débat. Alors les Y, ça fait déjà quelques mois, quelques années qu'on en parle. Je n'ai pas de souvenir qu'on ait nommé des générations de cette façon-là dans l'univers du management et de la gestion des ressources humaines avant la Y. Je ne me souviens plus qu'il y a 20 ans, il y avait des papiers dans Management, dans les Échos, il y avait des colloques sur la génération X, qu'est-ce qu'on va faire d'eux, ils sont chiants, ils sont en retard. Il n'y avait pas ça. Alors, est-ce que vous avez une réponse? Tiens, Yves, vous qui êtes DRH de Microsoft, est-ce que vous avez une interprétation? Parce que vous êtes un X, vous avez été moins jeune, est-ce que vous avez ce souvenir? Alors, Yves avec un Y d'ailleurs. C'est un clin d'œil, excusez-moi. Donc, non, mais je pense plus sérieusement que... Si, on a parlé déjà de génération, mais pas sous le même angle. On a parlé des baby-boomers quand même. On en parle depuis des dizaines d'années. Je pense que ce qui est particulièrement impactant et qui nous amène à parler de cette génération aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont... Alors, sans mettre de limite très précise, est-ce que c'est ceux nés avant, après 80 ? En tout cas, ils incarnent une accélération de l'usage et notamment de technologies. On est au cœur du sujet, pas seulement, sans doute, c'est tout un environnement de la société qui influence les comportements dans lesquels ils sont nés et qui, du coup, quand on est employeur, quand on arrive dans le monde du travail, nous impose, nous, en tant qu'employeurs, en tant le regard que l'on a sur cette génération nous impose de prendre en compte ces nouveaux comportements, ces nouvelles attentes. Mais en préalable de tout ça, moi je pense, et on aura l'occasion d'en parler, je pense qu'il est parfois excessif de considérer cette génération un peu comme une génération différente des autres. Je pense que c'est simplement une continuité, une forme d'accélération d'une continuité des habitudes, des attentes, des usages qui s'incarnent au travers de cette génération et donc on va dire, de l'adaptation qu'on doit lui donner. Françoise, vous qui êtes une recruteuse massive, hein, oui. Est-ce que vous, statistiquement, dans les séries, est-ce que vous sentez le changement? Est-ce que c'est plus les mêmes personnes, c'est plus les mêmes professionnels auxquels vous vous adressez? Je crois vraiment qu'il y a effectivement une modification, qui est une modification d'usage du numérique sûrement, mais qui est d'abord un sujet de valeur, de conception de la vie, de rapport à l'autorité, beaucoup. Et puis de conception de ce qu'est les limites entre une vie professionnelle et une vie privée. Donc oui, on constate des changements forts. Rapport à l'autorité, vous l'avez dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en particulier, l'autorité n'est pas un dû. Enfin, la notion de pouvoir, de hiérarchie ne les impressionne absolument pas. Hein. Donc ils respectent sans doute l'influence, ils respectent le succès beaucoup. Mais c'est pas parce que vous êtes le patron, le chef, que vous avez de facto une capacité finalement de gérer leur vie, leur emploi du temps, leurs priorités. Ça a changé. Vous avez des éléments, je dirais, concrets pour nous évoquer des refus d'obtempérer, des insoumissions caractérisées? Non, alors ça se présente pas comme ça. Non. Hein, ça se présente par une attente, qui est différente, ça bouscule. Par exemple, moi je me souviens de discussions où des jeunes disaient immédiatement, alors qu'on était dans un schéma où il fallait expliquer ce qu'était l'entreprise ou le job qu'ils allaient prendre ou l'environnement dans lequel ils allaient travailler, eux, ce qui les intéressait, c'est comment je vais pouvoir contribuer. Dites-moi ce sur quoi je vais pouvoir être acteur immédiatement. Et donc, il y avait forcément un certain nombre de gens qui étaient prêts à leur expliquer avec une démarche forcément d'autorité sur ce sujet-là et qui étaient pris totalement à revers et qui étaient un peu frustrés, évidemment, de cette conversation qui ne s'engageait pas exactement comme ils avaient imaginé qu'elle allait s'engager. Alexandre, vous êtes le régional de l'étape, d'une certaine façon, vous êtes le Y du panel, et avec une particularité, c'est que vous êtes un manager, c'est-à-dire que vous êtes un Y qui manage d'autres Y. Est-ce que vous étiez préparé à ça? Est-ce que vous aviez envie de cette responsabilité-là? Et surtout, comment vous faites pour gérer des gens
Est-ce qu'il y en a déjà dans votre équipe des plus jeunes que vous, ou est-ce qu'ils sont plus vieux? Est-ce que c'est la même génération que vous? Moi, je suis pas ultra fan du mot génération Y, parce que j'ai peur qu'on regroupe plein de trucs dans un machin ultra stéréotypé. Mais de manière globale, à Melty, on a une moyenne d'âge de 26 ans, donc effectivement, c'est une équipe très jeune. Et je crois que ce qui fait que ça fonctionne, c'est la construction d'un projet. Donc, il n'y a pas vraiment de boss. Moi, je me considère plus comme un coach, si je peux. J'essaye d'aider mes équipes à faire le mieux possible ce qu'elles essayent de faire. On essaye de tous avancer. Et on a vraiment cette idée de dire, on construit un projet ensemble. Et finalement, les gens qui finissent par manager d'autres personnes, c'est celles qui ont peut-être le plus d'expérience ou celles qui ont le plus prouvé qu'elles étaient capables de faire des choses et capables de faire avancer une équipe. Mais ouais, on se voit vraiment comme une équipe. On utilise beaucoup l'expression Melty Family, qui a été d'ailleurs créée par l'équipe elle-même. Combien vous êtes? On est 37 salariés et 35 freelances. Et toute cette équipe a un but. Je trouve que c'est amusant de prendre un peu le bateau, l'image du bateau. Donc, quand on fait des conférences en interne, on a un énorme bateau avec marqué Melty dessus. Et c'est très drôle parce qu'on est vraiment cet équipage qui avance dans la même direction. Et il y a un deuxième terme qui m'intéresse vachement, et je pense que c'est ce qui peut aider justement à donner envie à des jeunes de s'impliquer, à construire quelque chose. C'est le projet et c'est aussi la passion. Et donc quand on recrute des gens à Melty, on recrute des gens qui sont passionnés, et ces personnes sont passionnées parce qu'elles construisent justement ce projet. Et je crois que c'est ça la vraie différence. Pour vous donner une idée, en juin dernier, juste sur la partie éditoriale, on a reçu plus de 500 candidatures de demande de stage. Et ça montre bien que les gens sont intéressés par l'entreprise, mais surtout pour construire le projet, je crois. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous, vos collaborateurs? Si on peut les appeler comme ça, parce que vous parlez de famille, vous parlez... L'équipe. Voilà. Je ne sais pas du tout ce qu'ils attendent de moi. Je pense qu'en tant que directeur général de l'entreprise, ils souhaitent que j'ai une vision claire et que je les emmène d'un point A vers un point B, en espérant que le point B soit plus haut, ce que j'essaye de faire tous les jours. Après, ils attendent aussi que j'explique chacune de mes décisions. Et on n'a pas vraiment de hiérarchie, c'est-à-dire moi je suis dans l'open space avec toutes mes équipes, et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a une... imaginons que disent Melty c'est vert aujourd'hui, les personnes peuvent venir me voir et me demander pourquoi. Et j'essaye en toute humilité de leur expliquer pourquoi. Alors des fois il n'y a pas de raison, je leur dis c'est peut-être une connerie, on verra dans 2 mois, et puis des fois il y a des raisons. Alors, on les partage ou on les partage pas, mais je pense que le fait d'expliquer la décision, ça a un impact absolument énorme et ça permet aux personnes de se sentir concernées et en tout cas de comprendre pourquoi on l'a fait et de voir qu'il y a une logique et que c'est pas juste un délire, on va dire. Yves, quand on a préparé par mail cette table ronde, vous m'avez envoyé des éléments sur la politique de gestion des ressources humaines de Microsoft qui intègre la gestion des jeunes, disons. Et globalement, Microsoft se positionne comme une entreprise qui fait très attention à la motivation, à l'intégration des besoins et des attentes de ces jeunes gens. Vous pouvez nous dire comment vous avez intégré ça et à quel moment vous l'avez fait? Alors, je dirais qu'on le fait, et sans être cynique, on le fait par intérêt, parce qu'on a tout à fait intérêt, d'une part, à faire entrer beaucoup de jeunes dans nos effectifs. On en a recruté à peu près 20% de sortants des écoles ces 12 derniers mois, plus plus de 100 stages par an. Donc on a une nécessité de toute façon de prendre en compte des attentes, des postures de travail, des habitudes. Je dirais que ce que l'on prend, ce à quoi on doit être attentif, alors peut-être plus que l'élément le plus convenu qui est la rémunération, c'est le style de travail, le style de management, ça a été évoqué à l'instant, donner du sens, c'est vrai, je partage tout à fait ce point-là, on doit peut-être plus expliquer, on est moins dans une logique, on va dire, autoritaire, mais on reste dans une structure quand même de fait hiérarchique, donc avec des contraintes, et je pense que c'est très structurant pour tout le monde, y compris pour la génération dite Y. Par contre, on a sans doute accéléré, la génération Y est un élément d'un tout qui nous a amené à accélérer l'attention, le travail porté sur l'environnement de travail. Alors l'environnement de travail c'est quoi? Ce sont des locaux, c'est la réflexion sur l'open space, les espaces fermés, la façon dont on collabore ensemble. Je pense qu'il y a une recherche de collaboration avec un objet, un sens derrière, comme ça a été cité, mais aussi des modes collaboratifs. Alors on est assez bien placé, c'est vrai, nous, pour mettre en place en tout cas les outils qui supportent ces modes de collaboration, que ce soit le travail à distance, que ce soit la flexibilité des horaires, que ce soit des types de réunions qui soient un petit peu moins convenus que celles qu'on
connu, en tout cas que j'ai connu moi pendant longtemps, une table, des chaises et une projection sur un écran. Donc on essaye d'avoir des modes collaboratifs qui s'adaptent à tout ça. À quoi elles ressemblent vos réunions? Vous faites comme au Monde, des réunions debout, elles sont moins formelles? Alors, je pense que c'est vrai que c'est pas forcément l'exemple le plus répandu. Oui, on peut faire des réunions debout. On a une salle chez nous où finalement on encourage d'être debout, de prendre des notes sur des murs, etc. Plus communément, on a des réunions qui sont des réunions qui se caractérisent de fait, dans 3 cas sur 4, par des personnes à distance. Donc les outils permettent de le faire, que ce soit sous un mode uniquement vocal ou vidéo, et on switch de la vidéo au vocal de façon extrêmement fluide, parce que les outils le permettent, parce que les réseaux, maintenant la fluidité des réseaux le permet. Et moi, dans les réunions que j'ai en tant que DRH, que ce soit en France ou avec mes amis de l'étranger, eh bien... il est très rare que tous les participants de la réunion soient physiquement dans la salle. Et de la même façon, et je terminerai sur ce point-là, on a de façon extrêmement fréquente, tous les jours, des personnes de mon équipe qui travaillent chez elles et qui ça ne pose absolument aucun problème. On n'est pas là pour faire de la présence, on est là pour travailler ensemble sur un objectif commun auquel on doit donner du sens et auquel, c'est vrai, toutes les générations, mais particulièrement les générations entrantes sur le marché, sont particulièrement sensibles quant à leur motivation. Alexandre, un mot, vous avez réagi en body language quand il a été question des locaux, de l'environnement de travail. Vous avez intégré ça vous aussi? Est-ce que vous faites le bureau rêvé, quoi, le bureau dont vous avez envie? Je ne sais pas si c'est le bureau dont on rêve, mais ce qui est sûr, c'est que même si on est une start-up, on a essayé très vite de mettre en place un espace vraiment accueillant. Donc on a refait nos locaux récemment, on a plus de 30% de l'espace de nos locaux qui sont justement pas dédiés au travail, qui sont des salles de vie, des réfectoires, des lieux où on peut s'amuser. On a mis en place plein de trucs assez drôles. Par exemple, la première chose, il faut savoir que nos logos sont en forme de Y. Et du coup, il y a 2 ailes, et pour passer d'une aile à l'autre, c'était pénible. Alors, on a offert en fait à tous les sites un skate de la couleur du site pour qu'on puisse se déplacer plus facilement de la partie commerciale à la partie rédaction. On n'est pas loin de Gaston Lagaffe qui allait en patin à roulettes et qui montait d'un étage à l'autre avec des systèmes bizarroïdes. On est là pour innover et il faut un cadre innovant. Et c'est vrai que c'est très très drôle quand tu es dans ta réunion de voir tes collègues qui passent en skate à toute vitesse pour passer d'un côté à l'autre. On a fait des avenants au contrat de travail, bien sûr, pour des raisons légales. Mais voilà, mais ça fait partie du premier truc. La deuxième chose, et c'est une des spécificités de Melty, en fait, c'est aussi une réponse amusante à nos amis américains. Ils font le Thanks God It's Friday, qui veut dire merci parce que c'est vendredi et ensuite il y a le week-end. Et nous à Melty, on ne capte pas pourquoi il faut remercier pour le week-end. C'est un jour où on travaille un peu moins sur Melty et on construit un peu moins notre projet. Et puis surtout, on n'a pas besoin de demander à nos salariés de rester après 19h le vendredi. On a plutôt besoin de leur dire rentrez chez vous les gars. Et du coup, on a fait l'inverse. On a fait le Thanks God It's Monday. Et en fait, on offre un super petit déjeuner géant à tous nos salariés tous les lundis. Et ça permet en fait de revenir du week-end et de tous discuter ensemble avant de commencer les réunions, les weekly un peu plus formels. Et c'est plein de petites choses comme ça qu'on fait. On essaye aussi de travailler vachement sur le background de la boîte. Il y a toute une histoire, toute une légende autour d'un lapin qui s'appellerait Tam Tam, qui serait le fondateur de Melty. Alors chaque fois qu'il y a un nouvel entrant dans notre équipe, pour arriver à garder l'ADN justement de Melty, toute cette histoire, la personne doit faire un espèce de poème ou un hommage à ce fameux lapin en peluche. Et c'est justement l'occasion de se plonger dans le background de la société et puis aussi de se présenter à tout le monde et de faire en sorte que tous les salariés, malgré la croissance rapide, soient capables de savoir ce que font chaque personne de notre équipe. Et c'est tous ces petits tips et ces petits trucs très simple, très bête. Avant, on appelait ça la culture d'entreprise, mais vous cool. êtes en train de fabriquer une culture d'entreprise à 150 à l'heure. Françoise, vous avez eu un petit déjeuner avec des hommes il y a quelque temps. Ça m'arrive assez souvent. À Grenoble, 6 étudiants. Et vous racontez ça sur votre blog. Alors, ça commence bien, c'est sympa, etc. Vous êtes ravis de rencontrer des jeunes ingénieurs. On est à Grenoble. Et puis, en discutant quand même, vous vous apercevez, et vous le confessez gentiment sur votre blog, que l'entreprise, ils y connaissent rien, la gouvernance, ils y connaissent rien, ils savent pas, pourtant c'est des ingénieurs, ce qui se passe dans une entreprise. Il y a quand même malgré tout, malgré la rapidité d'accès aux pages de fans que les entreprises ont sur Facebook, au compte Twitter qu'a la présidente de Manpower à son blog, que finalement, ils sont quand même encore assez éloignés de l'univers de l'entreprise. Et il y avait un papier de Vincent Payon dans Les Échos la semaine dernière qui disait « il faut que ça commence en 6e ». Bon,
Très bien. Il voulait envoyer les enseignants dans les entreprises, pourquoi pas, mais en 6e, c'est très tôt. Est-ce qu'il faut établir des ponts si tôt entre l'entreprise et ses Y et ses Y'? Alors, quand on parle de l'école, du collège, on parle des aides, là maintenant. Donc, mais oui, bien sûr. Alors, oui, l'entreprise est... on considère qu'il y a toute une série de choses qui sont des acquis. Hein. Et la discussion auquel vous faites référence, c'était quelqu'un, effectivement, qui... d'évidence, ne comprenait pas ce qu'était un conseil d'administration et ne faisait pas la différence entre un conseil d'administration et un comité de direction. Et finalement, mais il n'y en a pas, il n'y a que des hommes dedans. Alors c'est vrai d'abord, mais néanmoins, et le seul parallèle finalement qu'il avait, c'était ce qui se passait sur les joueurs de haut niveau dans le football. Et donc il pensait vraiment qu'une entreprise un patron qui rentrait dans un conseil d'administration, c'était sa boîte quelque part qui le sponsorisait comme un club vend un joueur. Comme un transfert. Voilà, bon. Et c'était encore une fois des gens diplômés, ingénieurs, etc. Donc il y a des choses sur la gouvernance d'entreprise que l'on considère comme acquises, qui sont à la fois des mystères qui n'intéressent pas beaucoup, mais qui néanmoins devraient faire partie de l'environnement, et on pêche beaucoup sur ces sujets-là. On pêche aussi parce que il ne faut pas oublier qu'une grosse partie de la génération Y est en galère, hein, et que oui, il y a des jeunes qui sont sur les bons métiers, qui rentrent sur des projets, qui ont les bonnes qualifications, puis il y a toute une série de jeunes qui ont beaucoup de mal à rentrer sur le marché du travail, qui enchaînent stage sur stage, contrat sur contrat, et ceux-là, ils ont une idée de l'entreprise qui est une entreprise qui broie, qui n'est pas accueillante, et on n'en est pas encore à se poser la question de quelle est l'organisation du travail. C'est des jeunes qui arrivent avec une frustration dans l'entreprise. Donc oui, il faut anticiper, il faut aussi faire comprendre l'évolution des métiers. Il y a beaucoup de jeunes qui s'orientent par défaut et qui n'ont une vision des métiers que celle que leurs parents peuvent leur donner, que leurs professeurs peuvent éventuellement leur dessiner, et ils sont bien loin des métiers qui sont les vôtres aujourd'hui. Donc oui, il faut absolument multiplier les ponts, et très tôt, parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire. Yves, je voudrais vous faire commenter un sondage qui date un peu, mais enfin bon, on va quand même s'en servir. C'est une enquête Figaro-BFM qui a été réalisée l'an dernier, qui disait que 55% des salariés de plus de 30 ans jugent leurs nouveaux collègues, donc les Y, plus ambitieux, 58% plus individualistes que les X. Ils sont aussi dépeints, ces fameux Y, comme moins efficaces, moins motivés, moins polyvalents, moins enthousiastes. De leur côté, les Y se voient comme plus polyvalents, plus motivés, plus efficaces, plus enthousiastes, mais admettent être plus individualistes et plus ambitieux. Est-ce qu'il y a un malentendu? Ou alors finalement tout ça c'est des conneries, ces sondages? Est-ce que les Y attendent des aînés qu'ils assument une position d'aînés, de formateurs, de gens qui montrent le chemin, qui accompagnent, et de parrains? Ou alors est-ce que vraiment on a affaire à des Speedy Gonzales qui vous expliquent le métier dès qu'ils arrivent? Non, déjà, si c'était le cas, si c'était aussi dramatique, on ne les recruterait pas. Donc, il faut être assez réaliste. Non, pas du tout. Je pense que le tout, c'est que les générations se rencontrent. Encore une fois, je pense qu'il ne s'agit pas ni à l'entreprise de se mettre à plat ventre et de se dire on va céder à toutes vos attentes et on va faire comme vous. Ce qui est un petit peu, à mon avis, la tendance de certaines entreprises qui oublient finalement des fondamentaux, hein, du management, qui pour le coup, en tout cas, ne sont pas remis fondamentalement en question, ne doivent pas, de mon point de vue. Et pour autant, il faut que les personnes qui voient une génération nouvelle arriver avec une culture différente, et réciproquement, hein, s'y adaptent. Est-ce qu'ils sont plus individualistes de fait? Sans doute, mais ce n'est pas péjoratif. Ils ont des attentes peut-être plus immédiates, sans doute. Ils sont plus collaboratifs, je pense. Donc, ils apprennent aussi des formes de collaboration à une génération d'avant, à des générations d'avant qui ne les ont pas, en tout cas, fait fonctionner comme ça. Je pense aussi qu'en retour, il y a un bouquin qui est sorti récemment d'un psychologue qui disait qu'il faut plus d'autorité sur les générations Y, qui finalement, le risque étant d'en faire des formes de tyrans vis-à-vis des générations aînées. Oui, il faut aussi qu'on sache les adapter, et non pas simplement s'adapter à eux, les adapter à des règles générales on va dire, de discipline collective, avec beaucoup de guillemets, qui sont peut-être...
alors avec beaucoup de nuances, beaucoup de nuances, moins présentes en tout cas globalement dans l'éducation et dans la société dans laquelle vivent, et c'est pas leur, ils sont pour rien, c'est un fait, cette génération qui arrive sur le marché. Mais encore une fois, ce sont des gens qui sont souvent d'ailleurs, par l'usage ne serait-ce des technologies, qui est un élément très concret, souvent qui apporte beaucoup et qui apporte une forme d'intelligence à l'utilisation de ces outils qu'on n'a pas forcément, nous, je parle de ma génération, eu tant que ça l'habitude d'utiliser depuis 20 ans. Voilà, donc c'est une rencontre de génération plus qu'autre chose. 3 sujets qui sont un peu sensibles. Il y a en ce moment une discussion au Parlement sur la flex-sécurité et le droit du travail. Un droit du travail qu'on voudrait adapter à la fois pour protéger davantage le salarié s'il ne l'était pas dans la période de crise que nous traversons, et en même temps entendre les pigeons et les autres qui disent laissez-nous embaucher pour débaucher ou laissez-nous débaucher pour embaucher. Comment vous intégrez cette problématique du contrat de travail et de sa multiplicité de formes dans le droit du travail français par rapport à la problématique des Y? Est-ce que c'est un sujet qui est connecté à la gestion de cette nouvelle génération, ou vous estimez que c'est 2 sujets qui n'ont rien à voir ensemble? Françoise, pardon. C'est un sujet un peu compliqué parce que là, c'est moins un problème de génération qu'un problème juste de temps. Et ça fait quand même 5 ans qu'on est dans une grosse crise économique avec un marché du travail qui s'est beaucoup crispé et qui a encore accentué, en particulier en France, cette dualité du marché du travail avec des gens qui sont des insiders, des gens qui sont des outsiders. Dont les jeunes, hein, et pas tous. Les jeunes sont très outsiders, ils ont des contrats plutôt précaires, et donc, ils enchaînent les CDD, ils sont stagiaires, enfin ils sont en dehors du gâteau. Absolument, et qui en dehors de ceux qui ont les bons diplômes, les bons profils, sont vraiment en difficulté pour entrer sur le marché du travail. Donc les passerelles qui étaient déjà difficiles, mais qui existaient, se sont rompues, et on a des jeunes qui aujourd'hui se retrouvent enfermés dans des contrats qui ne leur permettent pas de se projeter. Donc je pense que tout l'enjeu, et c'est ça qui est extrêmement compliqué à faire réaliser vite, l'enjeu de la réforme du travail, si tant est qu'on doit mettre en place une flexi-sécurité en France, c'est de protéger des individus et non pas des postes, ce qui est quand même le principe du droit du travail en France. Hein. On protège des jobs, et c'est pour ça qu'on licencie avec difficulté, et donc on protège les gens qui sont en poste. Ça se tweet, protéger des individus et pas des postes. Si vous êtes en mal d'inspiration pour tweeter, je trouve que c'est un bon tweet. Ça. Et on peut y aller en disant en plus, pour protéger des individus, il faut leur permettre d'avoir des parcours. Donc tout le sujet, c'est quels sont les critères d'employabilité, comment je me prépare au job d'après, et non pas comment je reste figé dans le job d'aujourd'hui, parce que de toute manière, rester dans le job d'aujourd'hui, ça veut dire forcément avoir une obsolescence de ses compétences, etc. Et puis, ce n'est pas le monde qui vit, ce n'est pas la dynamique de la croissance. Et ça, évidemment, ça heurte très profondément des années d'histoire du monde du travail en France, ça heurte un certain nombre de corps constitués qui ne sont là que pour protéger une partie du marché du travail. Et ce qui va être très difficile, c'est de mettre en place tous ces ingrédients d'une dynamique dans un environnement qui est évidemment contraint, où on a des plans sociaux et où le sujet de la sécurité devient très primaire, et on peut le comprendre. Hein. Parfois, c'est dans les périodes de crise qu'on s'adapte, et parfois, ce sont les socialistes qui font les réformes de droite ou les réformes que la droite a été incapable de faire. L'histoire a pu le montrer à certains moments. Alexandre, deuxième sujet sensible, c'est le pognon, le fric. J'ai lu un magazine conçu pour les Y il y a quelque temps, et il y avait dedans 10 conseils pour négocier avec un X quand on est en entretien de recrutement. Alors, il y avait des trucs dingues, bizarroïdes, etc. Il n'y avait rien sur le pognon. Alors, c'est assez bizarre. Est-ce que c'est une génération qui s'intéresse à l'argent? C'est une génération qui est un peu fauchée aussi, qui est précaire, qui a des problèmes d'argent. Comment les problèmes d'argent des Y s'invitent chez l'employeur que vous êtes? Mais je pense qu'en fait, et c'est peut-être une différence entre les générations, en tout cas nous c'est ce qu'on vit sur Melty. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des contrats de travail. On a recruté 17 personnes en CDI l'année dernière. Donc pour le coup, on a donné peut-être un futur stable à une partie de nos équipes. Moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ramènerait tout le temps tout à l'argent? L'argent, c'est cool, c'est un moteur, effectivement, mais il n'y a pas que ça. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui préféraient travailler et être passionnés, c'est travailler et construire quelque chose, quitte à gagner un peu moins,
que gagner beaucoup et rentrer chez eux tous les soirs à 17h en disant putain merde, il va falloir que j'aille travailler demain matin, quoi. Mais pour rentrer chez soi, il faut avoir un peu d'argent quand même. Mais je dis pas qu'il faut pas avoir un peu d'argent. Je dis juste que, en tout cas, nous, ça fait partie de nos systèmes de recrutement. On le cache pas, on recrute des gens au minimum 25% moins cher que sur le marché. Et on le fait exprès. Parce qu'on sait que les personnes on qui recrute rejoindront... des gens au minimum 25% moins cher que sur le marché. Et c'est presque un argument de recrutement. C'est un argument de recrutement parce que ça ne veut pas dire que les augmentations ne vont pas être plus fortes. En moyenne, les salaires sont augmentés de 9% à Melty chaque année, alors que c'est 3%, je crois, là, en France de manière globale. Ça ne veut pas dire que l'augmentation n'est pas plus forte. Ça ne veut pas dire qu'on finira pas par gagner beaucoup plus d'argent finalement à Melty. Mais ça veut dire que vous allez rejoindre l'aventure parce que vous croyez dans le projet, parce que vous avez envie de construire quelque chose de nouveau, et pas juste parce que c'est mieux payé qu'ailleurs. Et nous, on le dit clairement. Hein, si le but quel est l'écart entre le plus haut salaire de Melty et le plus bas, qui est une question qu'on pose à tous les dirigeants d'entreprise maintenant? Je dirais que c'est x3, si je ne dis pas de bêtises, max. Ouais. Quelles sont les contreparties à ce petit sacrifice financier qu'on fait quand on rentre chez Melty? Est-ce que vous avez un discours ou une politique de rémunération en leur disant « c'est vrai, t'es mal payé, mais chez nous, voilà ce qu'on peut te garantir ». Et est-ce qu'il y a un résultat en termes de loyauté, de fidélisation? Est-ce que vous n'avez pas un turnover, c'est-à-dire une rotation des équipes trop élevée? Mais non, parce que ce qu'on garantit, c'est de dire à la personne, tôt ou tard, tu gagneras plus que d'autres personnes, et c'est le cas. Il y a des personnes chez moi maintenant qui sont finalement bien mieux payées que ce qu'elles auraient dû être. Et ce qu'on garantit également, c'est de construire un projet, et ce qu'on garantit également, c'est d'avoir des responsabilités et des postes qui sont passionnants et auxquels notre génération n'aurait pas pu accéder ailleurs. Je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui, chez nous, on a notre première salariée, Rayère, Pascal Herblon, directrice de nos rédactions. Elle a 28 ans et elle s'occupe de 8 rédactions d'un groupe média qui fait 10,8 millions de lecteurs, à 28 ans. Elle a interviewé, il y a 6 mois à peu près, pendant la campagne présidentielle, le président de la République qui était alors candidat en conditions directes, et on était le seul média à le faire, à 28 ans. Et je peux parler de mes développeurs qui font un travail technologique extraordinaire, et je peux parler de mes designers qui travaillent sur des ergonomies qui sont utilisées par 10 millions de lecteurs. Et quand mon designer aujourd'hui veut que Melty soit rouge, et ben Melty sera rouge. Et c'est une chance parce que la personne construit vraiment quelque chose, elle fait partie de cette aventure. Et tôt ou tard, et ça commence parce qu'on grandit, les personnes sont de mieux en mieux payées, voire très bien payées. Mais je trouve que c'est important finalement, surtout quand tu es jeune, de croire dans quelque chose et de construire quelque chose. Et la rémunération vient également, et moi je pense qu'il vaut mieux des gens qui sont passionnés et qui sont là pour changer les choses que des gens qui sont juste ici parce que c'est un poste bien payé et que tu es au chaud. Donc nous on le dit clairement lors des entretiens, on explique que ça va être dur, que c'est passionnant, mais que ça va être dur, qu'il y aura beaucoup de reconnaissance et que ce sera un véritable ascenseur dans la carrière des personnes, mais que ça va être dur au début et qu'il ne faut pas venir ici s'il y a de l'argent. C'est pas le but du jeu. Yves, un troisième sujet sensible, c'est l'information, information interne, marque employeur, confidentialité, notamment dans des entreprises de technologie ou avec des enjeux commerciaux très forts. J'ai une espèce de fantasme de film catastrophe en tête qui est que j'ai fait une expérience hier, j'ai tapé dans Twitter, dans le moteur de recherche de Twitter, entre guillemets, mon stage. Mon stage. Et je me suis aperçu en fait que des ados, des collégiens, des lycéens et sans doute des étudiants racontent au jour le jour la façon dont ils vivent leur stage dans l'entreprise. Et ils le font sur Twitter. Alors j'ai vu globalement qu'ils ne donnent pas de nom, qu'ils ne donnent pas de nom d'entreprise, mais qu'ils allument. Ils allument le directeur de stage, ils parlent de leur stage, ils parlent de ce qui se passe dans les bureaux. Comment on gère ça, puisque l'entreprise, c'était pas la grande muette, mais l'entreprise, c'était quand même un endroit où on rentrait dans les ordres, et quand il fallait prendre la parole, non, attends, les relations presse vont s'en occuper. Comment vous allez faire pour éviter des mini Wikileaks de salariés contrariés, heureux aussi, parce que ce qu'on lit sur le vécu des jeunes sur les réseaux sociaux au travail n'est pas du tout conforme au pessimisme ambiant. Ils parlent de façon très affectueuse de leur boss, ils décrivent leur environnement de travail, certains prennent des photos de leur poste de travail. Enfin, bref, il faut entrer ce que j'appelle pas de la transparence, mais une forme de convivialité, mais surtout on peut suivre le loft professionnel. Comment vous gérez ça, vous, chez Microsoft, boîte américaine, avec de la technologie, même chez Apple, c'est quand même une forteresse de la com, Apple. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il y a des risques? Oui, il y a certainement des risques, peut-être
pas plus chez Microsoft qu'ailleurs, je pense pas. Enfin, du moins, pas dans la filiale France dont je m'occupe aussi des ressources humaines. Non, je pense que le constat avec lequel on doit composer, c'est le fait que l'entreprise est totalement ouverte effectivement sur son environnement social, sociétal, que effectivement ce qui se passait avant dans l'entreprise qui n'était pas connu, aujourd'hui il l'est beaucoup plus facilement. Donc partons de ce fait, on ne va pas aller contrôler l'information, on ne contrôle pas l'information, on est très très loin de ce fantasme-là. Par contre, on fait tout pour que le vécu de l'entreprise, les pratiques de l'entreprise, les modes de management, les types de travail, les rémunérations, enfin tous les éléments qui pourraient être sujets à débat, positif ou négatif, soit le mieux géré possible. Donc c'est une forme, je pense que ça repose chez nous, dans la culture de Microsoft, dans le monde et en France en particulier, sur un souci de remise en question permanente de l'environnement de travail, qui va d'ailleurs rejoindre, c'est assez rigolo de ce que vous disiez tout à l'heure, des petites mesures qu'on met en œuvre, comme le petit déjeuner du lundi matin, exactement la même chose, dans des services, de façon à participer petit bout par petit bout. Alors là, c'est une mesure anecdotique, mais pas tant que ça finalement. Petit bout par petit bout, bien un environnement dans tous les sens du terme, pas simplement l'environnement physique, mais un type de travail, un type de collaboration, et puis des projets passionnants évidemment. Et c'est vrai qu'on a la chance, nous, dans le secteur dans lequel on est, d'attirer des jeunes, d'avoir des sujets passionnants. Et puis sur l'aspect social aussi de la chose, c'est vrai qu'on a la chance, si je peux dire, moi en tant que DRH, mais c'est pas du tout. Enfin, je reconnais que c'est un vrai sujet. Dans beaucoup d'entreprises, on a affaire à des diplômés, on n'a pas affaire à des gens en détresse. Donc les jeunes qui viennent chez nous, ils ont un potentiel, ils viennent chez nous par choix, généralement, de venir chez nous et pas chez le concurrent ou une autre entreprise. Donc on a des gens qui sont passionnés et qui généralement parlent, en tout cas de ce qu'on peut voir, majoritairement très positivement de l'expérience qu'ils vivent en stage chez Microsoft. Françoise, la question de la transparence et la question de l'entreprise parle d'une seule voix, c'est fini aujourd'hui. C'est totalement terminé, mais je dirais que, alors, sur le sujet de l'opinion, c'est juste une très belle illustration de ce que l'entreprise va devoir adapter dans ses processus, des façons de faire, pour faire différemment. On avait cette fameuse enquête, et on les a toujours, ces enquêtes annuelles où on demandait aux collaborateurs, où on demande aux collaborateurs, qu'est-ce que vous pensez de votre entreprise ? C'est une fois par an, c'est un long questionnaire, on suit les trends pendant 10 ans. Bon, on va commencer à suivre le climat, l'opinion de ses collaborateurs, comme on suit l'opinion de ses consommateurs, de ses clients, avec d'autres techniques, avec les réseaux sociaux et des choses qui sont à la fois externes et internes. C'est un très bel exemple de ce qu'il va falloir faire évoluer, de même qu'on ne va pas recruter de la même façon, de la même que ce schéma qui consistait à dire je recrute, j'identifie les potentiels, je développe, puis je garde. Ça, évidemment, c'est terminé. Alors, ça, c'est relativement simple, parce que les recettes, elles existent, c'est ce qu'on fait avec nos clients. Ce qui va être plus compliqué, c'est développer. C'est tout ce qui concerne la protection intellectuelle, la propriété intellectuelle. Quand vous voyez, ça m'est arrivé dans ma vie de manager des équipes d'ingénieurs et les frontières de ce qui est dedans et de ce qui est dehors, de ce qui appartient à l'entreprise et qui ne l'appartient pas, et qui quand même fait la richesse de l'entreprise, est un peu plus flou. Et ça, c'est un sujet un peu plus compliqué. Il faut, comme James Bond, il garde les gadgets, c'est ça ? C'est un sujet intéressant. En tous les cas, vu de mon point de vue, il n'y a pas une solution unique. On ne peut pas garder des ingénieurs ou des gens qui développent si on ne les laisse pas travailler avec l'extérieur. C'est impossible. En même temps, une entreprise, elle est là quand même pour développer des choses dont qu'elle va être capable de faire fructifier. Donc, il n'y a pas d'autre solution, à mon sens, que de mettre en place petit à petit ces espèces de contrats de loyauté qui sont une négociation presque individuelle ou en tous les cas d'équipe. On se dit contrat de loyauté, c'est une métaphore, c'est une périphrase ou c'est vraiment il faut les appeler comme ça ? Non, je sais pas, il faut les appeler comme on veut, mais c'est ça l'idée, c'est-à-dire de se dire sur quoi on se met d'accord et qui n'est pas quelque chose d'intangible ou d'extérieur sur ce qui va être notre contrat de morale entre nous. Donc, qu'est-ce qui va faire que certaines choses ne vont pas sortir de l'entreprise et certaines choses vont, par contre, être parfaitement autorisées. C'est très, très nouveau. Ce n'est pas du tout un concept normal pour une très grosse entreprise. Parce que c'est forcément à la demande, parce que c'est différent d'équipe en équipe, parce que ça veut dire vérifier de façon régulière qu'on ait toujours un contrat de loyauté, c'est un contrat.
Et chacun a une responsabilité pour y arriver. Et l'entreprise, elle n'est pas organisée pour faire ça. Mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution pour gérer ce sujet de qu'est-ce qui doit absolument rester à l'intérieur et ce qui sera immanquablement à l'extérieur. Alexandre, est-ce que vous avez ce type d'interrogation sur, imaginons demain, un collaborateur de Melty tweet boîte de merde, je me fais chier, etc. Comment Alexandre, le patron, il gère ça? Là, il n'y a plus de petit déjeuner, il n'y a plus de skateboard, il se passe quelque chose quand même. On serait triste et il faudrait remettre en cause ce qu'on fait, voir pourquoi. Si quelqu'un est mal à l'aise, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé, il faut essayer de voir est-ce que c'est parce que cette personne ne croit plus forcément dans ce projet, est-ce que c'est parce qu'il y a eu des erreurs de management d'une manière ou d'une autre, comment ça fonctionne. Mais je pense qu'à partir du moment où, alors nous on est à échelle humaine, donc c'est un truc peu plus facile, mais à partir du moment où on a un management qui est accessible, ce qui est notre cas, n'importe quel de mes salariés peut me voir, m'envoyer des SMS, des Twitter sur Facebook et ainsi de suite, il y a peut-être déjà possibilité de discuter avant que ça arrive dans des situations critiques comme celle-là. Après, moi, je voulais juste revenir sur la conversation d'avant que je trouvais cool, parce qu'il y a un pote qui m'a dit, et je trouve ça marrant, que dans la plupart des entreprises, les gens ont des photos en fait, de leur famille et de leurs amis, mais en fait, dans leur maison, ils n'ont jamais de photos de leur entreprise. Ils ont des photos du photocopieur. C'est chelou. Ben non, nous, on essaye de faire ça, et c'est vrai qu'en fait, on le voit sur Twitter, il y a, dans les entreprises qui s'adaptent et qui sont modernes, ben justement, il y a de plus en plus de gens qui commencent à poster des photos de l'entreprise dans leur cadre familial, dans leur Facebook, et ainsi de suite. Et finalement, si on arrivait à mélanger les choses et à faire en sorte que l'entreprise soit aussi chaleureuse, cool et conviviale que sa famille, d'une certaine manière, c'était possible, et que ce soit un vrai projet dans lequel on partage les choses, on pourrait imaginer que ce ne soit pas aberrant que d'ici quelques années, il y ait des gens dans leur maison qui mettent des photos de leur open space et des petits déjeuners Thanks God It's Monday du lundi. Alexandre, David, on nous demande sur Twitter oui, que chacun des intervenants nous donne son nom Twitter. D'accord, ils le feront. Donc, si vous pouviez éventuellement pour ensuite prolonger la discussion. D'accord. Vous me dites pour la pendule. Hein, ça va, il y a encore un peu de temps parce que le débat est passionnant, donc on va prendre un petit peu de temps, mais c'est juste voilà. D'accord, vous donnerez votre compte Twitter voilà, pour prolonger la conversation. Juste une chose, vous avez remarqué qu'Alexandre dit de façon tout à fait tranquille et bonhomme des choses qui feraient s'évanouir n'importe quel psychologue du travail de centre-gauche ou de centre-droite, n'importe quel syndicaliste, n'importe quel juriste en droit du travail, c'est-à-dire mélange vie privée, vie perso, rémunération 25% de moins que le marché, horaire ultra flexible. Si je pars le vendredi soir à 23h, mais je suis super content et éventuellement revenir bosser un peu le dimanche, aucun souci. Donc il envoie des coups de boutoir dans des certitudes bien nationales qui peuvent questionner certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on fait de cela? Par exemple, Alexandre vient de dire c'est pas mal de mélanger, de faire un grand mix. Et d'ailleurs, c'est une génération du grand mix. La vie perso, la vie pro. Qu'est-ce que ça veut dire? On a comme ça une dirigeante récemment qui a accouché et qui est revenue immédiatement travailler. Pourquoi ne pas accoucher au bureau et puis faire son travail dans sa chambre à coucher? Enfin, je veux dire, tout devient possible. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça? Je pose la question à Yves et à Françoise. Alors, c'est un projet différent. Non, disons que on est déjà, c'est vrai, et on a nous des discussions avec les partenaires sociaux sur ces sujets-là. Alors, je ne pense pas qu'on mettra les gens en skate parce qu'on aura des problèmes avec le comité d'hygiène et sécurité. Vous aurez des accidents du travail. Oui, voilà. Mais non, mais on a déjà finalement, on est déjà pas mal engagé sur des choses qui pouvaient paraître assez audacieuses il y a encore quelques années. Le simple fait de dire certaines populations qui a une flexibilité des horaires par nature, ce sont 90% de cadres, donc ils sont au forfait dans le droit du travail français, mais cette idée de dire, écoutez, si vous devez rester ce matin chez vous, pour peu que votre manager soit d'accord, et on incite le manager à être souple, à être flexible, et bien travailler de chez vous, et on sait que l'efficacité sera au rendez-vous, on sait que la satisfaction personnelle de pouvoir concilier ce travail à distance tout aussi efficace avec des contraintes personnelles, rendra la personne non seulement efficace, mais en plus fidèle à l'entreprise parce que heureuse de cet équilibre. Ce sont des avancées déjà assez audacieuses, en tout cas chez nous, sur lesquelles
Moi, en tant que DRH, je suis de plus en plus interrogé par d'autres DRH qui se disent tiens, il y a quelque chose à faire pour aller dans ce sens-là. Mais ayant dit ça, on est très scrupuleux du droit du travail. Donc et puis on ne va pas faire n'importe quoi. On va évidemment, on applique tout le droit du travail dans son intégralité, que ce soit les congés, les contrats de travail, les contraintes qui ont été évoquées par Françoise Gris, qui effectivement mériteraient d'être un petit peu assouplies parce qu'on voit leurs limites. Mais tout ça se met dans un cadre légal tout à fait respecté, mais avec des avancées et pour une entreprise comme Microsoft ou les grandes entreprises, en relation et en concertation directe avec les partenaires sociaux. Françoise, le grand mixage de tout, du temps, de l'espace. Moi, j'avais un manager qui m'avait dit un travail, c'est 3 T. C'est une tâche, un temps et un territoire. Et là, on a une espèce de David Guetta des concepts du management. Il est en train de tout mixer, tout exploser. Qu'en pensez-vous? Enfin, David Guetta ou Lord Brett Sinclair ou je ne sais qui. Enfin. Alors moi, je suis convaincue qu'effectivement, c'est justement ces frontières qui n'existent plus et qui vont heurter de plein fouet nos organisations du travail d'abord, et puis évidemment toutes les réglementations qui restent, et en particulier en France, totalement calées sur une vision de l'entreprise qui est une entreprise industrielle où tout le monde est sur le même site et qui correspondent même plus d'ailleurs aux organisations de services, par exemple, pour parler de dinosaures juste de la génération d'avant. Donc on est vraiment dans un monde où il n'y a pas de frontières et où il faut les inventer parce qu'on en a besoin quand même à chaque fois. Donc un gros problème de customisation, de précision dans ces contrats qu'il faut passer à un moment donné sur chaque situation. Après, ce qui est intéressant, c'est même si les frontières s'ouvrent et qu'il n'y a plus ces barrières, il y a quand même des choses auxquelles les gens tiennent de façon particulière. On a quand même des collaborateurs, des clients, tout le monde est très soucieux de sa privacy, de qu'est-ce qui me concerne et qui peut être utilisé par les autres sans que j'en maîtrise l'usage. Donc ces frontières, elles vont prendre un autre tournant. Et c'est tout un champ de réinvention parce qu'effectivement, nos 3600 pages du Code du travail abordent assez peu ces sujets-là. Alexandre, je vais vous demander de conclure avec une question un peu difficile qu'on pose généralement à des gens qui ont 50 ans d'expérience. Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on change? Oula, alors... La question est effectivement compliquée. Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on change? Je pense qu'on garde, bien sûr une partie des valeurs, on garde une partie des traditions, on garde beaucoup de choses. Ce qu'on change, nous en tout cas, ce qu'on change chez nous, c'est encore une fois ce projet, cette passion, et c'est qu'on n'est pas là en train de te dire on construit une entreprise, viens travailler dans l'entreprise, on est en train de te dire rejoins-nous parce qu'on construit un projet et on veut aller ensemble dans la même direction sur ce projet. Et on parlait tout à l'heure des horaires, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment 2 manières de percevoir le travail. Il y a la manière de se dire oh là là, il faut que j'aille à 9h au boulot, j'ai pas envie d'aller à 9h au boulot, ça va être chiant et je vais m'ennuyer toute la journée et je vais traîner sur les réseaux. Ou il y a la manière de se dire oh là là, c'est déjà 9h et je vais faire un truc qui est intéressant, qui est passionnant, avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi et ça va être une aventure humaine et c'est une expérience que tu vis et quelque chose que tu bâtis, que tu construis. Et du coup, quand tu sors de Melty, quelle que soit l'heure finalement, tu dis j'ai fait un truc en plus que je ne pensais pas pouvoir faire la journée d'avant et tu progresses et ça te donne vraiment envie de continuer le lendemain. Et c'est comme ça que les gens créent des choses, c'est comme ça que les entrepreneurs créent des entreprises et c'est comme ça que je pense qu'on arrive à motiver cette génération de jeunes qui parfois est désabusée parce que dans certaines entreprises, elle a juste l'impression qu'elle n'est pas là pour construire quelque chose mais qu'elle est juste là pour rester pile dans le petit carré qu'on lui a donné à sa place. Nous, on dit, il n'y a pas de carré, on dit, tu crées ce que tu veux, et plus tu vas créer quelque chose de grand, plus tu seras toi-même grand. Voilà. Françoise, Yves, Alexandre, merci pour les X, noms Twitter, pour les Y. Les noms Twitter. Ah là, il faut que vous donniez vos adresses a priori, Twitter. il y a beaucoup de F tweets qui vont pour vous être envoyés, je pense. Pour moi, c'est FGRI, 4 lettres, FGRI, sur Twitter. À vrai dire, c'était plus Yves. pour aller. Moi, c'est très simple, je n'ai pas de compte Twitter. Donc... Parfait. Et en revanche, c'est moins simple pour Alexandre parce que c'est un choix. donc tu peux le dire peut-être. Moi, c'est Netmad, Netmad. Voilà, merci. Merci à vous, vous pouvez les Merci applaudir. à vous.